bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, la présentation d'aujourd'hui va porter sur un sujet très important, original, sert à étudier une stratégie financière des entreprises familiales et portant spécifiquement sur les déterminants de la politique de dividende, une analyse des données de panel des entreprises familiales marocaines cotées en bourse de Casablanca. Alors, ce travail a été élaboré par moi-même, doctorant en deuxième année à l'Université Qadaya de laboratoire INED Azkarius, sous l'encadrement de mon cher professeur, M. Louafa Khalid, qui est également un professeur à l'Université Khayyat et inscrit au laboratoire de recherche. Alors, comme vous savez, au sein de toute entreprise, il y a trois cycles qui sont très importants. Le cycle d'investissement, de financement et de versement de dividendes. Lorsqu'on constate un peu la théorie sur bien les travaux qui ont été réalisés dans ce sens, nous constatons que il y a un manque, et un manque relatif euh, aux recherches qui ont été effectuées dans le cadre de la stratégie de dividende. Et surtout, il y a une distinction entre, entre les contextes qui sont émergents et les contextes qui sont des pays développés. Dans ce sens, la majorité des recherches qui ont été effectuées ont eu comme contexte les pays développés. Pour cette raison-là vient notre motivation en vue d'étudier un contexte émergent appartenant à le continent africain, à savoir le contexte marocain. À cet égard, l'objectif principal de notre recherche, ou bien sa contribution, et sert en premier lieu à repérer les déterminants de la politique de dividende des entreprises familiales cotées en utilisant une méthodologie concise, précise et originale basée sur les données de panel. On va en détailler par la suite. Alors, la problématique à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette présentation est la suivante. Quel déterminant de la politique de dividende en numéraire des entreprises familiales marocaines cotées en bourse? Alors, à souligner sur le terme en numéraire, parce que comme vous savez, on peut verser les dividendes soit en cash, en numéraire, soit on peut les effectuer en rachetant les actions, en rachetant les actions de l'entreprise. À cet égard, l'objectif de cette recherche ou bien de cette présentation aujourd'hui, c'est le fait de spécifier les déterminants de la politique de dividende en numéraire, en cash. D'accord? Alors, pour ce faire, le plan que nous allons adopter par la suite est le suivant. Nous allons commencer en premier lieu par un cadre théorique, premier point. Deuxième point, nous allons détailler un peu la méthodologie utilisée. Et à la fin, nous allons discuter un peu les résultats aboutis dans le cadre de notre recherche. Alors, on commence en premier lieu par une vue globale des théories ayant relation avec la politique du dividende. Alors, certes, il y avait plusieurs théories ayant traité les entreprises familiales. Nous n'allons pas en spécialiser beaucoup, mais plutôt nous allons nous spécifier par rapport aux théories ayant relation avec les dividendes, avec la politique de dividendes. Première théorie, c'est la thèse de neutralité, ou bien la théorie de neutralité de Miller et Modigliani en 1961. Alors, cette théorie, elle dit que dans le cadre d'un monde parfait, et du monde parfait, c'est un monde qui est sans coût de transaction, sans fiscalité, alors les entreprises sont, ils n'ont pas, il n'y a pas un choix qui est meilleur que l'autre. C'est-à-dire qu'il s'agit de la politique du dividende en numéraire ou bien en rachat d'actions, alors la valeur de l'affaire ne va pas changer. Ça, en gros, l'idée globale de la thèse de neutralité de Miller et Modigliani. Alors, la thèse de non-neutralité de Miller et Modigliani vient en 1963. Alors, en constatant, en observant, en faisant des recherches, alors ces deux auteurs ont remarqué que dans le cadre de la vie économique de l'entreprise, alors le monde n'est pas toujours parfait parce qu'il y a des co-transactions en relation avec les opérations, il y a de la fiscalité, tant qu'il y a de la fiscalité, il y a de co-transactions, alors et même le coût de la fiscalité n'est pas le même entre le rachat d'actions et le versement en numéraire, donc la valeur de la ferme va être impactée selon la stratégie choisie par l'entreprise. Alors, il y a également la théorie du signal qui dit que le versement en numéraire des dividendes alors reflète un signal qui peut être soit un bon signal par rapport à la performance, par rapport à la valeur de la firme. La théorie du free cash flow de James en 1986, il dit que
le versement numéraire est une stratégie qui est même en endettement parce qu'elle permet de diminuer les flux de trésorerie qui sont qui ne sont pas utilisés dans le cadre des opérations ou bien des stratégies de croissance, c'est-à-dire des investissements. Il permet de réduire le comportement discrétionnaire des actionnaires, c'est-à-dire le fait d'utiliser cette trésorerie, ces cash flows abondants dans le cadre des opérations à vent négatif, c'est-à-dire des investissements qui ne sont pas rentables. Enfin, il y a la théorie du cycle de vie, qui dit que le versement en numéraire, ou bien le cash dividend des entreprises, est différencié selon le cycle de vie de l'entreprise. Alors, à cet effet, il y avait plusieurs recherches qui ont confirmé cette théorie. Alors, ils disent que généralement, les entreprises qui sont en phase de démarrage, alors ils versent moins de dividendes par rapport aux entreprises qui sont ayant une expérience sur le terrain et qui ont effectué, qui ont opéré pendant plusieurs années dans l'exploitation. Alors en gros, voici les cinq théories sur lesquelles nous allons nous baser par la suite pour étudier le sujet ayant relation avec la stratégie des dividendes et des entreprises familiales. Alors maintenant, alors en faisant une lecture globale des recherches ayant été réalisées dans ce cadre, dans d'autres contextes, non pas le contexte marocain, alors nous avons pu détecter plusieurs variables qui permettent d'expliquer le versement numéraire des entreprises. Alors parmi ces variables, nous citons le bénéfice par action, la rentabilité financière, l'âge de l'entreprise, la liquidité, le niveau d'endettement, les opportunités de croissance, la tangibilité des actifs, l'indépendance du conseil d'administration. C'est très important l'indépendance du conseil d'administration parce que c'est une variable en relation avec la gouvernance de l'entreprise. Généralement, c'est une variable qui s'applique aux entreprises familiales parce que le conseil d'administration des entreprises familiales, parfois, il est constitué par des membres qui sont internes de l'entreprise, internes de la famille. Les stratégies de cette entreprise seront forcément différentes des stratégies des entreprises ayant un conseil d'administration externe. C'est-à-dire, il est formé dans la majorité par des membres qui sont externes de la famille. Donc, voici en gros les variables explicatives choisies en vue d'expliquer notre variable dépendante qui est le versement numéraire. Donc, pour la méthodologie, nous allons utiliser un paradigme basé sur le positivisme. Pour le raisonnement, c'est un raisonnement hypothético-déductif parce qu'il y aura des hypothèses à confirmer ou à infirmer par la suite par des expériences expérimentales. La démarche, c'est une démarche exploratoire explicative. Nous allons explorer, ce que nous allons explorer, ce sont les variables issues de la première lecture théorique. Et par la suite, ces variables sont à confirmer à partir des traitements qui sont statistiques et économétriques. La méthode de recherche, c'est une méthode qui est purement quantitative. Pour la source de données, et alors ils sont issus du site de la bourse, du site de la CDG Bourse. Pour les outils de traitement, nous avons utilisé le Stata Views pour la période étudiée. Donc, les données de panel, alors généralement, pour appliquer les données de panel, il faut respecter une durée pardon, qui est supérieure à 3 ans. Donc, dans le cadre de notre recherche, nous avons choisi d'étudier 5 ans. Alors, le repérage. Maintenant, nous passons au résultat de discussion. Alors, voici les entreprises familiales repérées. Il y a 18 entreprises qui sont cotées. Donc, dans ce tableau, nous avons mentionné le nom de l'entreprise, la famille propriétaire, le pourcentage de détention, le président du conseil d'administration et le directeur général. Alors, pour repérer ces entreprises, nous avons appliqué la définition de Cromie et Hall, qui a été effectuée en 2002, qui dit qu'une entreprise familiale, si la famille détient plus de 50% du capital, première condition, ainsi que la présence des membres de la famille dans des postes de direction dans le conseil d'administration. Donc, deux conditions en vue de définir une entreprise familiale d'une entreprise qui est non familiale. Donc, en appliquant cette définition, en respectant ces deux conditions, nous avons pu repérer 18 entreprises familiales cotées en bourse. Donc, un peu de statistiques par rapport aux variables indépendantes. Donc, nous observons que en moyen étudié durant la période de 5 ans, les dividendes sont de 28,19.
Alors, même si c'est un montant qui est inférieur par rapport aux entreprises qui ne sont familiales, mais les membres de la famille, les actionnaires, alors restent toujours au fidèle. Et c'est un phénomène qui est rare. Parce que généralement, lorsqu'on appartient à une entreprise familiale, c'est pas uniquement l'aspect au numérique qui intéresse, mais plutôt l'identité, les valeurs de l'entreprise. Donc, même si l'entreprise distribue moins, donc il faut être toujours en indépendance, en dépendance, d'accord? Parce que, comme j'avais dû mentionner, c'est pas uniquement l'aspect numérique qui intéresse, mais il y avait également d'autres caractères, d'autres critères non financiers, à savoir l'identité, la réussite, le succès et ainsi que la survie surtout de l'entreprise. Donc plusieurs variables qu'on observe, comme nous observons ici. Donc il y a la taille de l'entreprise, il y a la tangibilité, et il y a les opportunités de croissance, mais la chose la plus importante ici, c'est le montant du dividende. Maintenant, on va passer aux étapes de vérification de la pertinence de notre modèle économétrique. Donc, nous avons utilisé en premier lieu un test d'homogénéité de ratio pour vérifier l'applicabilité des données de panel, le test Boltzmann pour savoir est-ce que l'effet économétrique a effet fixe ou bien effet aléatoire, la matrice de corrélation pour détecter qu'il n'y a pas de dépendance entre variables indépendantes, ainsi le test de Wall et le test de Bloch-Pagan pour vérifier qu'il n'y a pas autocorrélation et hétéroscédasticité dans notre modèle économétrique. Voilà, enfin, nous avons abouti au résultat suivant. Donc, la troisième colonne, c'est la colonne qui représente les résultats des entreprises familiales. Donc, parmi les déterminants choisis, nous observons que l'indépendance du conseil d'administration a un impact positif, un impact positif sur la politique de dividende, c'est le versement au numéraire. Donc, pour la rentabilité financière, nous observons qu'il a un impact négatif. Alors, pourquoi? Parce que l'entreprise a un intérêt de survivre pendant une longue durée. Donc, pour survivre, c'est vrai qu'il y a du cash flow, il y a du résultat, mais l'entreprise ne distribue pas la totalité. Il garde toujours une partie en mettant en financement interne de d'autres projets, en vue de ne pas ouvrir le capital de l'entreprise pour les externes, à savoir la banque ou bien le fait d'introduire en bourse. C'est pourquoi que nous savons très bien que la majorité des entreprises constituant notre tissu économique, elles sont des entreprises familiales. À presque 90% sont des entreprises familiales. Mais en comparaison avec les entreprises qui sont introduites en bourse, alors nous constatons que ce pourcentage est très minime. Pourquoi? Parce que généralement, les entreprises familiales ne veulent pas ouvrir le capital aux actionnaires externes, notamment le fait d'introduire en bourse, ou bien le fait de prendre des crédits, ou bien ouvrir le capital aux organismes financiers, parce que ce phénomène-là aura un impact sur le contrôle de l'entreprise. Le bénéfice par action comme troisième variable a un impact positif. Les opportunités de croissance, il impacte négativement. Et ceci, il confirme nos résultats que nous avons dit. Parce que tant qu'il y a des opportunités de croissance, les entreprises familiales distribuent moins. La taille de l'entreprise, il a un impact positif. Ça confirme plus ou moins la théorie du cycle de vie. Alors voilà, un autre résultat qui confirme les opportunités de croissance et la rentabilité financière, c'est la dette. Tant que l'entreprise est endettée, donc il distribue moins. D'accord? En premier lieu, c'est le fait de satisfaire les organismes financiers. Après, penser aux autres investissements. Donc, pour conclure, nous pouvons dire que les entreprises familiales distribuent moins que les entreprises non familiales. Parce que l'objectif des actionnaires familiaux, ce n'est pas uniquement l'aspect financier. Ils sont intéressés, ils utilisent les émotions. Il y a un intérêt par rapport à la survie, à la croissance et au développement de l'entreprise. Pour cette raison, nous avons constaté que généralement, la partie versée par les entreprises familiales elle est inférieure à la partie versée par les entreprises non familiales. Donc, hypothèse. Donc, après détection de ce tableau et après observation, donc voici les résultats qui corroborent avec ce que nous avons fixé au départ comme hypothèse et voici les hypothèses qui sont à refuter.
Donc, les hypothèses qui sont vraies, c'est que les entreprises familiales distribuent moins que celles managériales. Le niveau d'endettement a un impact négatif, donc ça corrobore, c'est vrai. La taille de l'entreprise a un effet positif, ça corrobore. Et enfin, l'indépendance du conseil d'administration a un impact positif sur le niveau du dividende distribué. Donc voilà, c'est ça en gros les résultats de ma recherche. Je remercie encore une fois les organisateurs de cet événement, the Fourth International Conference on Quantitative and Qualitative Methods for Economics, Management and Social Science. J'avais le grand plaisir de partager avec vous ces idées-là. Je vous remercie encore une fois et à l'année prochaine, Inch'Allah. Merci à vous et salam alaikum.